Donc les pays comme la Grèce, comme la Belgique, avec des dettes de plus en plus grandes, arrivent à un moment où on ramène la facture. La facture, il n'y a pas 36 000 manières de la payer, soit on augmente les impôts, plus de rentrée fiscale, mais en faisant cela, on baisse la quantité d'argent disponible pour la consommation des gens, puisqu'on est dans ce modèle-là, et donc on freine l'économie. Donc c'est pas bon. On peut aussi faire de l'austérité, on va réduire les charges, la redistribution d'argent de la part de l'État, mais là aussi, bon, c'est bien d'un point de vue comptable, mais le problème c'est qu'ensuite, cet État, il ne va pas... l'économie aussi va commencer à souffrir. Alors, la solution, alors évidemment, comme ils sont super compétents, ils font les deux, mais en plus, ils font un autre truc qui est celui de la vente des actifs de l'État, ce qui peut être intelligent dans certains cas, mais malheureusement, ça se fait avec aussi du clientélisme et de la corruption. On va vendre des actifs, le port, les aéroports, les chemins de fer, les postes, enfin tout ce qui était en fait, par essence, la définition d'un État, d'une nation, des infrastructures qui avaient besoin d'un monopole naturel pour être créées, et on va les privatiser souvent à des copains des banques avec qui on donne de l'argent, comme par hasard. Après, en théorie, ça a été fait par des ventes publiques avec des offres, etc. Mais souvent, quand on regarde en détail, on se rend compte que, ah, tiens, c'est telle banque à qui l'État devait de l'argent qui a pu racheter. Bon, ok, il y a du clientélisme. Donc souvent, ils sont vendus à des prix plus bas que ce qu'ils valent réellement. Et puis surtout, ils sont stratégiques. Et surtout, ce sont des infrastructures, les fameuses infrastructures avec lesquelles on a investi pour créer la richesse et pour augmenter la productivité. Maintenant, on doit les vendre, on doit s'en séparer. Et donc, les revenus, en plus de ces infrastructures, ils vont partir ailleurs. Donc, à long terme, ça ne marche pas très bien, notamment si on continue à s'endetter pour des charges courantes. Alors, là-dessus, c'est quelque chose qui va arriver dans tous les pays, c'est une question de temps. Mais c'est vrai que la Grèce, c'est un cas très très intéressant. Alors ce qui se passe en ce moment en Grèce, c'est qu'on s'est rendu compte que depuis 2008, la partie, je crois que les 20% des Grecs les plus pauvres ont perdu 85% de leurs revenus. 85%, 85%. Les 20% des Grecs les plus riches ont perdu 20% de leurs revenus. Donc il y a quand même une disparité qui se creuse. Et ça, c'est un impact social très très important. Alors ça, c'est un premier élément. Donc, réfléchissez à un premier élément, je le pose 2 secondes parce que je vais vous en donner un deuxième, c'est qu'il y a un élément d'appauvrissement général qui est en train de se mettre en place. Donc une question qui va se poser, c'est comment est-ce que lorsqu'on gère nos finances de moins 1000 à 100 millions, 20 millions, qui sont nécessaires pour notre préparatif, sur lequel je ne reviens pas dans le détail maintenant, avant que vous ayez des questions plus tard. Comment est-ce qu'on gère notre fortune aujourd'hui? Premier élément, c'est l'appauvrissement général. Deuxième élément, c'est que ces dettes, elles sont contractées auprès d'institutions financières, banques, assurance-vie, fonds de pension, hedge funds, etc. Qui sont très contents de toucher, parce que l'argent, vous avez beaucoup d'argent, vous en faites quoi? Vous le placez quelque part. Ce placement, c'est justement dans un hedge fund qui va dire, moi j'achète de la dette grecque qui me rapporte du 8% par an, par exemple. À 8% par an, c'est bien, c'est mieux que d'avoir de l'argent qui est sur un compte, qui en plus a des taux très bas aujourd'hui. Si vous êtes en Allemagne, il est à -1, on va y venir. Si vous êtes en Belgique, c'est quoi le taux si vous mettez de l'argent sur un compte, c'est quoi? 0 quoi, 0,1, 0,0. Ça va changer, vous allez voir. Donc, le souci, c'est qu'à partir du moment où les dettes deviennent trop grandes, ça devient risqué. Alors, on a beau monter les taux d'intérêt, ça ne devient pas nécessairement attractif, sauf pour des financiers extrêmement habiles et spécialisés dans des bons à très haut rendement, mais à très haut risque. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, personne n'a envie de prêter à la Grèce. En tout cas, les banques, elles n'ont plus envie, elles sont déjà très exposées. En plus, elles ont des ratios. On est trop exposé en Grèce, on n'est pas assez exposé, je sais pas, en Bolivie, ça fonctionne comme ça. Hein. Ils ont des ratios globaux, alors ils se disent, on est déjà trop exposé en Grèce. Et bon. Donc, le prêteur, il va se dire, le problème, c'est qu'on a ce trou dans notre bilan. On a créé de la dette dans notre bilan. C'est que quand on prête de l'argent, on crée un actif. C'est ça qui est fou, d'ailleurs. Vous, quand vous prêtez de l'argent, vous avez un trou dans votre... Si je vous donne 100 euros, j'ai moins 100 euros dans mon porte-monnaie.
Non, dans la comptabilité du banque, ils vont dire, bah, là j'ai prêté 100 euros, c'est un actif. Un actif sur lequel je peux gager encore plus de prêts, d'emprunts, etc. Bon, c'est très particulier à la création monétaire, finalement. Alors, le problématique lié à ça, c'est que, puisqu'il y a ce trou, comptablement, de plus en plus de banques sont, on l'a vu avec les fameux tests qui ont été faits, les stress tests qui ont été faits depuis 2008, il y a énormément de banques qui sont virtuellement en faillite. Et je vous rappelle qu'on a fait ces assouplissements quantitatifs depuis 2008, où d'abord les États-Unis, puis plus récemment la Banque du Japon, on en a fait 11, je crois, ou 14, et la Banque Centrale Européenne, en gros, ont émis énormément de monnaie, sans aucune contrepartie de richesse. Donc en fait, on a fait de la planche à billets, on a fait de la monnaie de singe, pour prêter de l'argent à très très bas prix, pratiquement à zéro aux banques, pour qui elles-mêmes le reprêtent aux banques centrales, et ce faisant, elles nettoient leur bilan. Bon, très bien, on a sauvé les banques. Donc, en fait, on fait du socialisme pour les très riches. Bon, ok, je ne sais pas si on vous a vendu ça quand vous avez voté. En tout cas, c'est ça qui se passe depuis 2008, d'abord aux États-Unis, pays libre, en démocratie, machin, tout ça. C'est une oligarchie financière, c'est pas du tout un pays capitaliste, pas du tout. Le capitalisme, c'est le libre marché. Quand tu fais faillite, tu fais faillite. Il n'y a pas l'État qui vient en disant « Ah, mon pauvre, tu as perdu 3 milliards, tu as sûrement trop payé tes dirigeants, c'est pas grave, je te les rends parce que comme ça, non. » Ça, c'est pas le capitalisme. Bref. C'est du turbo-capitalisme, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est pas du tout le libre marché à l'Adam Smith, c'est pas du tout les libéraux classiques, ils se retournent dans leur tombe. D'ailleurs, on pourrait les utiliser comme énergie alternative. Mais bon, où j'en étais? Ouais, la problématique de ces banques qui ont un trou, c'est qu'elles savent très bien qu'on a beau nettoyer leur bilan, elles ont prêté de l'argent à de plus en plus de pays, et notamment la Grèce. Mais la Grèce, c'est 2% de l'économie européenne, c'est rien. Mais c'est symbolique parce que c'est un premier domino qui tombe. Et je suis vraiment étonné que depuis 2000, la Grèce a commencé à avoir ces problèmes en 2006-2007. Ça fait bientôt 10 ans qu'on est en train de tenir par rustine, par tout ce qu'on peut, le système financier, et on essaye de le faire fonctionner, on ment, on amplifie les chiffres positifs, on diminue les chiffres négatifs, mais la réalité c'est que cette usine à gaz est en train de fuir dans tous les sens, elle est en train de grandir, elle est en train de gonfler, la pression monte, et on essaie de patcher tout ça. Et les banques, qui sont aussi prêteuses des gouvernements, donc, vous savez, comme disait Napoléon, la main qui donne et par-dessus la main qui reçoit, et on a pu voir François Hollande, je crois en France, bon, c'est pathétique d'en parler, je suis désolé. Il disait, oui, mon ennemi c'est la Banque internationale, il évite d'aller à Londres en disant, ouais, pardon, excusez-moi, donnez-moi l'argent, etc. Bon, ok. On sait qui dirige les États, qui dirigent nos gouvernements, on sait que nous ne sommes plus dans une démocratie, que ça a été verrouillé, que c'est fini. Je prends volontiers vos divergences sur ce point plus tard, dans les questions-réponses, mais bon. En Suisse également, on a des éléments qui montrent que dès qu'on touche aux banques, c'est fini, ça s'arrête, stop, donc là, la démocratie, elle s'arrête. Et donc, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et ça c'est un deuxième point, c'est que ces banques elles flippent leur race par rapport au trou béant qui est en train de se dire. La Grèce va nous planter, l'Italie va nous planter, l'Espagne va nous planter. Là, c'est plus une question de « Ah mince, on a perdu 5% de... » Là, on risque d'avoir vraiment des trous dans le bilan. Et on va aller de nouveau voir la Banque Centrale Européenne, la Fed aux États-Unis, etc. Et on va leur dire « Bon, écoutez, les 1000 milliards que vous avez prêtés pour le cas des banques européennes depuis une année, en fait, on aurait besoin de 3, 4, 10 fois plus. Allez, 15, pour être sûr. Aux États-Unis, ils vont nous expliquer, bon, écoutez, les 8000 milliards que vous avez imprimés depuis 2008, vous pouvez en faire 80 milliards. Ils ne vont pas pouvoir, ça va être très compliqué politiquement de ressortir autant d'argent, parce que derrière, le monstre béant qui est caché derrière qui attend tapis, c'est l'hyperinflation. Parce que le jour où le peuple se rend compte, on a multiplié la masse monétaire, alors certes, elle ne circule pas, parce que sinon, mais d'un facteur 10, d'un facteur 20, d'un facteur 50, et la contrepartie, elle est où? Je veux dire, tu vas dans les villes aux États-Unis, tu as l'impression d'être à Lagos, au Nigeria, c'est le tiers-monde. Et tu vas dans certains bleds en France, tu as l'impression d'être au tiers-monde déjà aujourd'hui. Et tu te dis, waouh,
C'est ça, on a généré tout cet argent pour ça, pour ce résultat. Puis moi je suis au chômage, puis je gagne moins d'argent qu'il y a 20 ans, et je peux plus payer l'argent à mes gamins qui sont chômeurs parce qu'il n'y a plus d'avenir. Normalement, les gens vont péter un câble. Et première chose, ils ne vont plus accepter l'argent. Ils vont dire le dollar ça vaut rien, l'euro ça vaut rien. Donc ça c'est le risque gigantesque qui est derrière. Aujourd'hui on parle de déflation, parce qu'effectivement il y a des biens qui ne sont plus demandés, parce que de plus en plus l'appauvrissement de la population fait que, je sais j'ai beaucoup de concepts en même temps, qui nous amène à ne plus vouloir certains biens, et donc le prix de ces biens baisse. On a une forme de déflation. Mais elle n'est pas réelle dans les biens elle n'est pas existante, cette déflation dans les biens de première nécessité. Chaque fois que je fais les courants, je dis mais les pâtes, l'huile, le riz, la viande, est-ce que ça augmente ou ça baisse? Ça augmente. Oui ou non? Est-ce que ça augmente la bouffe, les trucs de base? Hein. Je ne parle pas de la maison, de la voiture ou de l'ordinateur, mais ça monte, on est d'accord. Et ça, on ne le voit pas dans les chiffres de l'inflation, parce qu'évidemment, quand dans le panier de la ménagère, il y avait un steak qui coûtait 20 €, ben maintenant, ils ont mis de la viande hachée qui coûte 10. Alors eux, ils disent, ah, c'est de la viande. Et demain, ils vont mettre de la tripe, ça vaudra 5, et ils vont dire, c'est de la viande. Oui, mais avant, il y avait du steak. Voilà. Et donc, ils peuvent montrer que, ah non, mais le panier de la ménagère, il n'y a pas eu d'inflation. Ouais, mais ce n'est pas les mêmes choses dedans. Et ça, bah, les journalistes, ils gobent, ils ne font pas le travail, et puis de toute façon, ils n'ont pas le temps, et puis ils sont stipendiés par des grands groupes industriels qui appartiennent à des banques à la fin. Bon. Ou même propriétaires qui sont propriétaires des banques. Donc à la fin, on n'a plus la réalité de ce raisonnement que j'essaye un peu longuement de vous faire voir. Bottom line, réalité finale, c'est qu'est-ce que vont dire ces banques? Ils vont se dire, on a besoin de remplir ce trou béant qui est en train de se générer. Ils regardent, où est-ce qu'il y a des actifs? Et ils vont voir leurs employés, c'est-à-dire les gouvernements. Donc ils vont voir Elio, ils vont voir François, ils vont voir Tony, enfin il n'est plus Tony Blair, comment il s'appelle? Cameron, ils vont voir, comment il s'appelle, Bamboula. C'est comme ça qu'ils l'appellent, hein. Moi je m'en fous, pour moi il est blanc. Barack. Ils disent, oh Léo, ramène-moi un café, et puis tant que tu y es, explique-moi un petit peu, l'argent il est où? Et les États ils vont dire, bah, nous, taxer plus sur les revenus, on a une économie qui va mal, donc on ne peut pas, ou difficilement. Ils font un effort, ils disent, bon d'accord, on va taxer un peu plus. Bah, les riches, alors les riches on ne peut pas, parce que d'abord ils sont défiscalisés, ils ont des avocats fiscalistes performants, on ne peut pas taxer plus les riches. Puis de toute façon ils sont aux îles Caïmans, ils sont en île de Man, etc. Puis attends, les riches c'est des patrons chaque banque. Ah oui c'est bon, c'est des actionnaires. Donc, où est-ce qu'il y a encore de l'argent? Bah, chez les pauvres, enfin chez nous, chez la plupart des gens. Et où est-ce qu'il est notre argent? Il est dans deux catégories. Il est dans les biens immobiliers, dans aussi nos bases autonomes durables, si on en a acheté, si on a investi dans une maison, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter les taxes foncières. Alors, je ne sais pas en Belgique, mais en France, ils les augmentent de manière significative. Parce que c'est très illiquide, parce que c'est difficile de dire « Ah, on va augmenter les impôts, je vends, je m'en vais ». Ouais, mais ça prend du temps, il faut qu'il y ait un acheteur, et puis... Donc ça, c'est un premier endroit où ils sont en train clairement d'augmenter la fiscalité. Donc ça, c'est une chose à savoir. Est-ce que ça veut dire que l'investissement immobilier est un mauvais investissement? Pas forcément. Mais il faut le savoir que ça va coûter de plus en plus cher. Donc, réfléchir comment est-ce qu'on peut monter l'achat immobilier, l'achat de terrains agricoles, l'achat de toutes sortes de terrains à bâtir de manière plus intelligente. Donc ça se travaille, ça mérite l'investissement dans un avocat qui peut vous expliquer comment faire, etc. Ça vaut l'investissement. Pour ceux qui ont... Alors là, c'est peut-être pas pour celui qui a moins 1000 sur son compte de banque, mais c'est plutôt quelque chose pour la classe moyenne. L'autre endroit où il y a de l'argent, c'est sur votre compte en banque. Alors vous allez me dire, mon compte en banque, c'est mon argent. L'Union européenne a passé une loi qui entre en vigueur le 1er janvier 2016, je ne me rappelle plus du nom de la loi, du numéro, mais en gros, cette loi, elle dit qu'à partir du 1er janvier 2016, les institutions bancaires ont le droit de considérer l'argent que vous leur avez confié comme étant le leur, si nécessaire. Donc ça veut dire que si tout d'un coup elles sont en crise et qu'elles ont besoin d'argent pour renflouer, elles peuvent se servir directement sur les comptes. C'est-à-dire, vous avez 10 000 € sur le compte en banque, ils disent, sur ces 10 000 € on en prend 2, multiplié par le nombre de clients. Vous allez faire la révolution pour ça? Non. Et ils le savent.
Chypre, ils ont piqué 5 à 10% des avoirs dans les comptes des Chypriotes. Il n'y a pas eu de révolution. Parce que et c'est très bien foutu, parce que les 10 000 € que vous avez mis après une vie d'économie sur votre compte, vous pouvez vivre sans. Ah oui, mais vous comptiez dessus pour vous acheter une maison? Eh ouais, mais il fallait faire avant. Donc en gros, ils savent qu'on ne va pas se révolter. Ils savent que les gens n'ont pas gueulé. Ils savent qu'on est devenus des veaux, qu'on est devenus... En plus, on n'est même pas au courant de ces veaux. Donc, ils vont venir prendre l'argent sur votre compte en banque. Ils pouvaient le faire avant aussi. Parce que quand on regarde les contrats qu'on signe avec nos banques, on se rend compte qu'en tout petit, c'est écrit qu'en gros, ils peuvent changer le contrat, ils peuvent changer les conditions contractuelles à leur guise, à n'importe quel moment. Sauf que ce n'était pas couvert par l'institution politique. Maintenant, c'est le cas. Donc, ils vont venir vous prendre cet argent, ça s'appelle un bail-in. Donc, non, ce n'est plus un bail-out, c'est-à-dire que l'État va venir aider les banques, ils vont se servir sur le compte de leurs clients. Sympa. Fallait y penser. Hein. En fait, c'est tout con. Mais il fallait une situation de crise pour qu'ils y arrivent là. Donc, comme quoi, ils réfléchissent. Hein. En fait, ils pensent à leurs intérêts. Et puis, il y a un troisième élément avec lequel ils vont vous piquer de l'argent, c'est qu'on a découvert le taux d'intérêt négatif. C'est une absurdité d'un point de vue philosophique, mécanique, mathématique. Donc, en gros, ils vont dire, si vous empruntez de l'argent à une banque, il y a quand même un taux d'intérêt à payer. Mais en revanche, si vous mettez de l'argent dans une banque, on se réserve le droit de mettre des taux d'intérêt négatifs. Alors au début, ils vont commencer avec 1%, puis seulement pour des montants élevés, mais petit à petit, Et la Suisse a été pionnière. Aujourd'hui, si vous voulez acheter des bons de la Confédération helvétique, qui sont censés être très sûrs et pérennes dans le temps, ça vous coûte 1%. Donc vous achetez pour 10 millions, 100 000 francs par an que vous allez devoir payer pour pouvoir placer vos 10 millions dans la Confédération helvétique. Je discutais l'autre jour avec gestionnaire d'une grande fortune suisse, donc eux c'est ça, ils disent nous on a 4 milliards, on ne veut pas prendre de risque parce qu'on ne croit pas à la bourse, c'est un truc qui monte de manière artificielle, on flippe un peu avec l'immobilier parce qu'on sent que ça peut se péter la gueule, et puis investir 1 milliard dans l'immobilier c'est pas comme acheter une maison, vous achetez des bars et des bars d'immeubles locatifs, c'est très compliqué à faire, investir des milliards dans l'immobilier, ça demande des infrastructures, etc. Donc ils disent non, on ne prend pas de risque. Donc on veut être safe, alors un peu dans la Norvège, un peu dans les taux de l'Allemagne, aussi à des taux négatifs, et un peu en Suisse, taux négatifs. Je dis ouais, mais ça vous coûte quoi? Oui, ça nous coûte 40 millions par année. Mais au moins on est sûr. Donc c'est absurde, même d'un point de vue de logique, c'est comment vous payez pour pas investir. Enfin, bref, on en est arrivé là, on est à des éléments de folie. On est forcé à faire des trucs absurdes pour essayer de nous sortir de ce mécanisme bizarre d'un monde qui n'est plus capable de croître. Parce que si on était en croissance, tout ça, on n'en parlerait même pas. C'est pas j'achète une maison, demain, dans 20 ans elle vaudra 2 fois plus cher, j'achète des actions d'entreprise, elles vaudront il y a de la croissance, donc forcément. Aujourd'hui, on a les États-Unis qui annoncent moins 1% un trimestre et la bourse elle prend 5% de croissance, de plus 5%. C'est vraiment fou. C'est parce que les banques centrales émettent de l'argent et achètent des actions en bourse pour tirer, parce que ça garde la confiance des classes moyennes hautes qui ont une partie de leur retraite dans les fonds de pension, etc. Et je parle de beaucoup de sujets, mais vous voyez comment ils se touchent par rapport à la finance. Revenons à la Grèce. Ce qui est en train de se passer en Grèce, c'est très rigolo, c'est qu'en fait, ils sont vraiment bourreaux. Et je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, donc on est, pour ceux qui nous regarderont dans quelques mois, nous sommes le 20-21 juin, 200 ans après Waterloo. Ça n'a rien à voir, encore que il y a certaines banques qui ont été créées et qui ont fait fortune grâce à Waterloo, pas des moindres, mais l'année dernière, lorsqu'il y avait une tension sur la capacité ou pas de la Grèce à rembourser ses dettes, le risque c'est de faire défaut. Si on fait un défaut, on ne peut plus payer. Et si on fait un défaut, les banques qui ont prêté de l'argent font faillite, et c'est d'abord les premières qui font faillite, c'est les banques grecques. Donc les Grecs qui ont de l'argent dans leur compte grec vont au guichet ou au bancomat et sortent le maximum possible. En 2014, il y a eu des mois où les Grecs sortaient 1 milliard d'euros par mois. En cash, ils le sortaient, je ne sais pas ce qu'ils faisaient avec,
où ils allaient ouvrir un compte en banque en Allemagne, ils prenaient l'avion, ils prenaient leur mallette avec leurs euros, ils ouvraient un compte en banque en Allemagne en disant au moins la banque allemande, celle-là, regarde, est-ce qu'elle est exposée à la Grèce? De toute façon, ils ne savent pas parce que c'est très opaque, mais ils se disent que non, donc c'est bon. Cette semaine, c'était 1 milliard d'euros par jour. Et jeudi, c'est 3 milliards d'euros. Je dis millions, milliards. 3 milliards d'euros par jour jeudi dernier. Hier, je ne sais pas. Parce qu'en fait, ils savent que dans les 2 prochaines semaines, il y a une échéance de plus de 100 milliards que la Grèce n'a pas, qu'elle ne peut pas, et elle doit pouvoir les emprunter. Or, sur les marchés, c'est plus une question de taux d'intérêt, on ne veut pas prendre le risque. Donc, la Grèce risque de faire défaut, de ne pas pouvoir payer. Alors ça peut être un défaut partiel. Ce n'est pas forcément un défaut qu'on annonce en disant on ne payera plus rien. C'est en tout cas un défaut partiel dans les prochaines semaines. Et on a vu la course entre le parti d'extrême gauche grec et le FMI, la Banque Centrale Européenne et l'Union Européenne, de négociations. En gros, on leur dit, mais si on vous prête encore de l'argent, mais il faut faire plus d'austérité, il faut devenir rentable. En gros. On ne peut pas être rentable. Enfin, puis de toute façon, les gens n'ont plus d'argent, moins 86% de revenus des 20% les plus pauvres. Il y a 1 million de Grecs qui sont partis de Grèce parce qu'il n'y avait plus de job. Les écoles, elles n'arrivent plus à nourrir les enfants à midi. Les hôpitaux, ils n'ont plus de médicaments. Enfin, il faut voir. C'est la réalité de la Grèce. Alors, ça va, c'est pas Mad Max. Enfin, c'est chaud. Donc, il y a ces négociations qui semblent ne pas aboutir, parce que le gouvernement grec, il a beau être d'extrême gauche, il n'est pas stupide non plus, il sait que s'il cède l'Égypte, et que derrière, il y a l'aube dorée qui attend. Parce qu'une fois qu'on a essayé l'extrême gauche, il reste quoi? On ne va pas mettre les centristes. Il n'y a qu'en France où ils vont remettre Sarkozy. Mais en même temps, ils sont fous. Donc, bon, c'est un nazi, c'est comme ça. Bon, je n'y vais plus en France, c'est tellement déprimant. Donc, ils vont faire défaut. Alors, le scoop que j'ai, alors je ne sais pas si ça va se faire, mais c'est un petit scoop, bon, on verra si j'ai eu raison ou pas. De toute façon, c'est pas moi, c'est ce que j'ai entendu hier. C'est qu'en fait, le truc rigolo, petite parenthèse, après je reviens à la gestion de notre entreprise, c'est que ce qui risque de faire, c'est qu'effectivement, il va y avoir un défaut dans les 2 prochaines semaines, entre le 20 et le 30 juin, 1er juillet de 2015. Et qu'en fait, la Grèce a signé un deal de faire défaut de sa dette, immédiatement nationaliser toutes les banques présentes sur le territoire grec, avec lesquelles elle a des dettes, et donc simplement dire à son peuple, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, on gèle les avoirs, donc on ferme les banques pendant quelques jours, et on a prévu le coup, on sort une nouvelle c'est un peu pareil, on sort une nouvelle monnaie qui va s'appeler, je ne sais pas, un drachme par exemple. Et on automate. Alors, est-ce qu'ils sortent de la zone de l'Union Européenne? Ça, c'est pas obligé. En tout cas, ils sortent de la zone euro immédiatement. Et ce faisant, alors ce qui est rigolo, c'est que ça n'a jamais arrivé, parce qu'on n'a jamais eu une union monétaire avec une partie qui s'enfuit dans l'histoire, ça n'existe pas. Donc c'est un mécanisme nouveau, mais la seule manière, c'est ça, c'est qu'ils sortent une nouvelle monnaie, ils convertissent les euros des gens qui ont encore de l'argent dans les comptes, qui n'ont pas sorti tout, en drachmes. Donc celui qui a 10 000 euros sur son compte, il va avoir 10 000 drachmes, et une seconde après, il dévalue le drachme de 50%, de 60 ou de 40, peu importe. Ce faisant, il redevient automatiquement plus performant au niveau des échanges commerciaux, peuvent exporter un peu plus facilement, et surtout bien intéressant pour leur première industrie qui est le tourisme. Ça sera les vacances en Grèce pas chères. Mais ça veut aussi dire que plus personne ne leur prête un copec. Parce que là, clairement, c'est toutes les banques européennes qui sont en faillite. Donc elles vont toutes elles vont devoir se faire sauver par la Banque européenne. Donc c'est probablement 5 à 6 000 milliards d'euros qui vont devoir être imprimés très vite par la Banque centrale européenne. Je ne vous dis pas la réputation de l'euro dans l'histoire, donc acheter du franc suisse, ou de la couronne norvégienne, ou même du dollar, au point où on en est dans les prochaines semaines, ou du rouble. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'en fait, ils vont annoncer que ce drachme qu'ils ont créé va être une monnaie très stable et très forte parce qu'elle va être adossée à un panier rouble renminbi, donc la monnaie chinoise, et donc le rouble pour la monnaie russe. Et donc finalement, et l'avantage pour les Chinois et pour les Russes, bah oui, ils savent très bien qu'ils sont en train d'investir dans un truc impossible à rentabiliser, et puis les Grecs ne vont pas devenir rentables du jour au lendemain, ils vont jamais arriver, ça se trouve. Mais simplement, tout d'un coup, en échange de ça, ils vont avoir des avantages géopolitiques. Par exemple,
la possibilité de, comme les Chinois ont déjà le port du Pirée et de nombreux actifs en Grèce, pourquoi pas de placer, lorsque la flotte chinoise vient faire une visite en Méditerranée, une présence militaire chinoise en zone OTAN chez les Grecs, ou une présence russe en présence grecque. Donc on sent que ça joue dans ce que j'écris dans mes livres, qu'il y a un échiquier, je suis pas le seul, on le sait, de guerre larvée, de guerre économique entre les États-Unis, l'empire des États-Unis, et le bloc qui est en train de se créer, parce qu'il doit se défendre contre cet empire agressif, de la Russie, de la Chine, Inde, Iran, Brésil, l'Afrique du Sud, etc. Bientôt Grèce. Donc on a un pays de l'OTAN qui risque de tout d'un coup basculer dans un autre monde géopolitique. Super intéressant. Si ce scoop s'avère être vrai, là il y a un pion très important qui vient de bouger dans l'échiquier de tension entre le bloc russe, chinois, brique, et le bloc américain et ses esclaves européens. Alors, tout ça, 1, 2, 3 points, qu'est-ce que ça veut dire pour nos finances? Clairement, méfiez-vous de l'euro. Clairement, méfiez-vous de votre compte en banque. Donc, ça veut dire sortir au maximum la deuxième partie de la conférence sera sur la partie un peu plus sociale, mais débancarisez-vous, c'est-à-dire au maximum, bien sûr, gardez votre compte en banque. De toute façon, vous ne pouvez pas être payé si vous êtes salarié autrement que par un versement bancaire. Vous ne pouvez plus recevoir de l'argent cash. Donc clairement, gardez un compte en banque pour avoir le minimum, et systématiquement, vous automatisez tous les paiements que vous devez faire de manière automatique pour éliminer cet argent le plus possible, pour qu'il y ait le moins possible qu'il soit taxé. Ah oui, j'ai oublié, une autre des tentatives qui sont en train d'être mises en place, c'est d'éliminer le cash. À mon avis, ils ne vont pas y arriver parce que c'est très très compliqué. Mais enfin, on y essaie. On réduit les transactions en cash acceptables dans la zone euro. On réduit d'ailleurs les sorties en cash au bancomat quotidiennes. Il y a de plus en plus de pannes d'ailleurs dans ce domaine-là. Et on va taxer de plus en plus les transactions aussi. Ça, c'est un quatrième élément pour les banques de gagner de l'argent, c'est de taxer toutes les transactions comme le font les cartes de crédit, etc. En fait, à partir du moment où il n'y a pas de cash, vous êtes fiché, taxé systématiquement autant qu'il veut. Donc, j'en reviens, j'ai oublié ce point. Donc, sortir, se débancariser, donc au minimum, avoir le minimum d'argent dans une banque. Parce que celui qui a moins 1000, par exemple, lui, ils ne peuvent pas venir lui sortir, ils vont lui faire quoi? On va te prendre 10% de tes moins 1000. Non, ça va être pas possible. Donc, à la limite, au point où on en est, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais on ne va pas commencer, on n'en est pas encore à mettre les gens à genoux et tirer une balle dans la nuque. Ça vient. Mais pour l'instant, on n'en est pas. Ils n'y arriveront pas, ils seront morts avant, leur système s'est fait bien avant. On n'est pas dans le bolchevique des années 20. Ils aimeraient bien, mais ils ne peuvent pas, parce qu'il y a encore de l'argent à les prendre, donc c'est pas possible. Et puis le jour où il n'y a plus d'argent, ils ne vont pas investir dans le pistolet, le boulet, et surtout le type. À moins d'avoir des robots, je ne sais pas comment ils vont faire. Je divague, je pense déjà à 2030. Restons dans les années qui nous concernent maintenant.